Ben voilà, hey, bonjour tout le monde. Bonjour. Cette semaine, on a Maxime Bernier. Je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que tu viens en toute franchise. Quatrième fois. Puis là, c'est seul avec moi. Amélie est en Europe. Amélie est en Europe en train de faire une tournée de spectacle. Bonjour Maxime. Allô, Stéphane, ça me fait plaisir d'être avec toi. Et puis, je suis certain que ça va super bien aller avec Amélie pour sa Ouais. tournée là-bas. Je lui souhaite bon succès. Ouais, ben tu sais, c'est absolument extraordinaire que au Québec, en 2025, elle n'a pas le droit de louer des spectacles, des salles de spectacle au Québec pour pouvoir faire des spectacles. Elle est obligée de s'expatrier en Europe pour pouvoir aller faire des spectacles. Puis de ce que je peux voir, là, elle a du bon succès. Là, puis elle fait pas. Elle fait la première partie là, de personnes très en, en vue. Là. C'est pas des petits spectacles, là, c'est des très gros spectacles. Fait que bravo à elle. Qu'est-ce que tu penses de ça, Oui. qu'au Québec, on n'avait pas le droit de. Tu sais, les salles de spectacle se sont toutes donné le mot pour dire on ne loue pas à personne qui ont des versions divergentes du supposément narratif du gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, eh bien, Stéphane, dans l'ère actuelle où on est actuellement, c'est toute la culture de l'annulation, la culture de la censure. Et puis pour moi, eh bien, une salle de spectacle, puis j'imagine qu'au Québec, les salles de spectacle reçoivent certainement des subventions Ah, du gouvernement du Québec, sinon du gouvernement d'Ottawa. Et moi, eh bien, ça serait conditionnel à vraiment la liberté et le fait qu'il n'y ait pas de critères qui fasse en sorte qu'une artiste comme Amélie ne peut pas se présenter dans des salles de spectacle à cause de ses positions politiques, c'est c'est complètement antidémocratique. Et si j'étais au gouvernement du Québec, il n'y aurait plus de subvention à ces salles de spectacle-là, à moins qu'ils changent et qu'ils jugent quelqu'un à qui ils vont donner leur salle sur des critères basés sur la compétence artistique et non pas sur les prises de position politiques. ou la vente de billets. C'est capable de vendre des billets pour remplir une salle. Pourquoi une salle de spectacle voudrait passer à côté de ça? Ben oui, ben oui. Et donc, on voit aujourd'hui là, que l'idéologie woke est encore très présente à Québec, Ouais. dans les institutions au Québec puis au Canada. Et si on fait la comparaison avec depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais je pense qu'un succès de sa présidence, c'est la lutte contre cette idéologie anti-démocratique, anti-valeur de la société occidentale. Et je pense qu'il y a eu un succès là-dessus. Sur d'autres dossiers, on peut dire que le président Trump a échoué. Mais en ce qui concerne ça, là, le fait qu'il y ait seulement deux sexes, le fait que les hommes biologiques n'auront pas le droit de participer dans les sports des Ouais. femmes biologiques, tout le gros bon sens, là, Trump est en train de ramener ça aux États-Unis, mais ici, on est un peu en retard au Québec et au Canada, et on va continuer la bataille pour que ces changements-là arrivent. Ouais, puis c'est une de tes batailles de ton parti. Toutes ces folies-là. Comment t'expliques, parce que ça doit être du non écrit à quelque part, comment ça se transmet, ça, à des salles de spectacle, de dire tu n'as pas le droit de louer à un tel, un tel, un tel. Ça doit être du non écrit, j'imagine. Où ils savent. Comment ça marche? Bien, je ne suis pas dans ce milieu-là, mais ce que je peux dire, c'est que toute cette théorie-là, woke et gauchiste, ça a aussi un air de la théorie marxiste. Et ça a Ouais. commencé il y a bien longtemps dans les universités au Québec, l'UQAM, l'Université McGill. Et ces jeunes-là qui ont été étudiés et qui se sont fait, excusez-moi l'anglicisme, brainwashés par les professeurs, bien, ils sont rendus dans des postes clés, ils sont rendus dans des postes Mhm. influents et ils pensent que l'ingénierie sociale, c'est bon et donc leur
prise de position philosophique et politique est la meilleure et doit être imposée à tous. Et j'imagine que les gestionnaires de salles de spectacle, il faut dire que le côté artistique et, exemple, à Hollywood et ici au Québec, nos artistes sont plutôt de la gauche, sont plutôt juste à regarder l'émission, tout le monde en parle. C'est la théorie woke, c'est la gauche, c'est seulement une école de pensée. Et ces gens-là, bien, sont au pouvoir présentement et sont Ouais. certainement au pouvoir dans les salles de spectacle, malheureusement pour Amélie. Ouais, et tous les autres. C'est pas juste Oui, Amélie, oui, c'est tous les oui. autres qui essaient de se faire un nom au Québec, là, aujourd'hui. T'as plus la possibilité. Si t'es pas dans la gang, là, correcte. Ouais. Fait que, on va commencer par regarder qu'est-ce qui s'est passé au Canada cette semaine. Le plus grosse affaire, puis je pense que tu as déjà commenté, on le regarde, c'est Stephen Guilbeault, l'architecte climatique du Canada, trahi par son patron, imagine hein, les gros mots, Radio-Canada. Il a démissionné comme ministre de la culture, du patrimoine canadien, puis avec quelques autres portefeuilles ministres. Qu'est-ce que tu penses de ce move-là de démissionner après cette annonce-là de pipeline en Alberta et Colombie-Britannique? Oui, tu as raison de le dire, Stéphane, ça a été un élément majeur de l'actualité politique canadienne Oui, cette semaine. Le fait que Mark Carney a signé une entente avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, pour le développement futur de l'industrie de gazifère et aussi le développement d'un oléoduc, d'un pipeline que l'Alberta demande depuis longtemps, de l'Alberta jusqu'en oui, Colombie-Britannique, pour que le pétrole albertain puisse avoir accès à d'autres marchés que seulement le marché américain. Et lorsqu'on parle du pétrole albertain, c'est le Canada, là, on est tous désavantagés par ça, parce qu'il y a des taxes et les impôts qui sont payés par ces compagnies-là. Et le fait qu'on exporte notre pétrole aux Américains à un prix qui n'est pas le prix du marché mondial, parce il y a une enclave, on ne peut pas aller développer d'autres marchés, on n'a pas accès à la mer, et donc c'est important. Et je pense que Carney l'a bien compris, parce qu'il veut prôner le développement économique et l'industrie pétrolière est un pilier du oui, développement économique au Canada. Donc, il a signé cette entente-là. Mais qu'est-ce que ça fait? Bien, une des conséquences politiques, bien, c'est Guilbeault qui a démissionné. Moi, je pense que pour Carney, c'est un petit prix à payer parce que bien plus d'avantages d'avoir l'industrie pétrolière qui puisse continuer à se développer pour l'Ontario, pour le Québec, pour le Canada. Et Guilbeault a bien dit qu'il restait un libéral qui est sans ouais, portefeuille, donc un député. Donc pour lui, il ne perd pas de vote lors d'un budget ou d'un vote de confiance. Bon, bien, Guilbeault, je pense que son temps était fait. Il a eu son temps de gloire avec Trudeau. Et le message que pour Carney, que ça l'envoie aussi au marché, c'est que, bon, bien, la folie anti-pétrole du gouvernement canadien commence à tomber et on est plus vers le développement. Mais ceci étant dit, moi, personnellement, Stéphane, je suis très critique de cette entente-là. Je ne crois pas parce que si on lit entre les lignes, il faut qu'il y ait l'approbation, qu'il y ait un consensus social, etc. Et on sait que le Colombie-Britannique, pardon, est contre un pipeline sur son territoire, que certaines Premières Nations sont contre. Pour moi, là, ça va être encore, je ne crois pas que d'ici 4 ans, aux prochaines élections provinciales en Alberta, que Daniel Smith aura son pipeline, parce qu'aussi le privé est parce que ce n'est pas l'Alberta qui va le construire, ce n'est pas des fonds publics. Elle c'est a le fait ça privé. pour ouvrir. Oui, elle a fait ça pour ouvrir la voie à des fonds privés, mais les fonds privés ont été échaudés avec le processus réglementaire à Ottawa.
Le fédéral dit qu'il va faire une passe droit sur plusieurs de ses règlements et accélérer. Et au moment où on se parle, il n'y a pas de projet concret sur la table. L'industrie est encore sceptique et a raison. Et moi, je pense que la seule façon d'avoir un oléoduc ou un pipeline au Canada, c'est d'utiliser la clause dans la Constitution, la clause 92, pardon, 10, qui donne le pouvoir au fédéral de déclarer un ouvrage, c'est-à-dire un projet d'important pour la sécurité nationale du Canada et invoquer l'intérêt national. Et lorsqu'il fait ça dans une loi, c'est bien simple. Le gouvernement a juste à dire le pipeline ABC est dans l'intérêt national du Canada, dans sa loi, et ça fait en sorte que le fédéral va avoir l'entière exclusivité et juridiction sur le pipeline, et donc les provinces n'auront plus un mot à dire. Et aussi, pour être sûr de. Puis on a utilisé cette clause-là dans le passé pour construire le chemin de fer. Au début, Ah, au début à la fin du 18e, à la fin du 19e siècle, on a utilisé pour avoir un chemin de fer pan-canadien à travers le pays, on a utilisé cette clause-là dans la Constitution. Et c'est pour ça que les pères de la Confédération avaient mis une clause comme ça pour ah, permettre un développement national et que les provinces ne bloquent pas des projets d'envergure nationale. Donc, tout ça pour dire, le fédéral a déjà utilisé cette clause-là, il devrait l'utiliser et ça fera en sorte que le pipeline pourrait se construire rapidement. Mais en plus, il faudrait qu'il utilise la clause non-obstant, la clause de la souveraineté parlementaire, pour dire à la Cour suprême, si quelqu'un conteste ça basé sur des droits ou quoi que ce soit, bien la Cour suprême ne pourra pas regarder ça et la priorité va être pour la loi canadienne. Donc, pour moi, pour résumer, Stéphane, parce que le fédéral n'a pas dit qu'elle invoquait l'article 92.10 de la Constitution, il n'a pas dit non plus qu'il allait passer une loi pour la construction d'un pipeline et utiliser la clause de la souveraineté parlementaire ou la clause non-obstant dans notre Constitution. ouais. Ça me fait dire qu'il n'y aura pas de pipeline d'ici les 4-5 prochaines années. Ce que ça fait, bien, ça aide Daniel Smith à apaiser sa base nationaliste ou souverainiste en Alberta en leur disant, regardez, là, le Canada n'est pas si méchant que ça, Ottawa n'est pas si anti-développement de l'industrie pétrolière parce que, regardez, on a signé une entente, puis on va avoir un pipeline bientôt, mais Ah, je pense que ça n'arrivera pas. ouais, c'est un petit peu l'idée que je me faisais aussi. Je pense que c'est ils ont fait ça pour calmer Daniel Smith, je pense, ou calmer les ardeurs des gens qui tapent du drum de plus en plus fort sur la souveraineté albertaine, hein? Ah, absolument. Ouais, Absolument, parce qu'en Alberta, il faut savoir qu'un dernier sondage du mois de mai dernier donnait 28 d'Albertains pour l'indépendance. 28 c'est un score historique. ouais, Et il y a des gens qui actuellement s'animent en Alberta pour. Il y a une loi en Alberta qui permet les référendums d'initiative ouais, populaire, c'est-à-dire des citoyens. La condition, c'est qu'il faut que les citoyens ramassent 300 000 signatures en 4 mois, je crois, si ma mémoire est bonne. Et là, il y a un groupe qui est à la recherche de signatures maintenant et on risque en 2026 d'avoir un référendum sur l'indépendance de l'Alberta. Donc, Daniel Smith se devait d'avoir quelque chose d'Ottawa et je pense que c'est plus qu'elle a pu avoir pour effectivement apaiser le sentiment souverainiste, indépendantiste en Alberta. ouais. D'ailleurs, lorsqu'elle a dit dans son discours de clôture, lors de l'Assemblée générale de son parti en Alberta, elle a fait un discours et elle a dit que le fédéral collaborait, etc., puis que c'était bien, puis que. Et elle s'est fait tuer. Elle s'est Ah, fait huer par sa salle aïe, aïe. lors de son discours qu'elle a prononcé parce qu'elle lançait des fleurs au gouvernement du Canada. Ouh. Les gens, là, ils en ont soupé et ils ont, je pense, de bonnes raisons. Et là, ils regardent plutôt vers une porte de sortie. OK. Fait que c'est. Puis le coût de ça, le coût, moi j'ai vu des estimés 40 à 50 milliards, c'est possible? Oui, oui, c'est absolument possible, mais ça ne devrait pas être de l'argent des fonds publics, des payeurs de taxes. Et c'est pour ça, c'est tellement cher de construire cet oléoduc-là
qu'il faut absolument que l'industrie ait des garanties réglementaires. Et elle a eu quelques garanties réglementaires de processus. Mais l'industrie sait qu'il va y avoir des levées de boucliers et ils veulent savoir comment le gouvernement fédéral va réagir à ce moment-là. Est-ce qu'il Ouais. va faire ce qu'il doit faire, comme j'ai dit tantôt, utiliser la clause 92.10 et la clause non-obstant? Ça, les gens du privé en doutent. Donc, avant d'aller investir 40 à 50 milliards de dollars pour construire un pipeline, il y a bien des questions que l'industrie se pose, mais au moins, là, il y a une ouverture et on verra bien dans le futur. Ouais, parce que s'il n'y a pas cette clause-là, les Autochtones, pour les Premières Nations, qu'on dit aujourd'hui, Les euh, Indiens ou les Premières Nations, les ouais, Autochtones. on ne sait plus comment les appeler. Eux pourraient bloquer ça d'un coup, là. Ils pourraient s'opposer, Absolument. puis Absolument, vas-y. absolument. Et ils l'ont déjà fait, donc ils pourraient le refaire certainement. Ouais, c'est ça. Puis il y a l'autre côté, qui dans son, tu sais, qui a de l'argent, là, qui a bien de l'argent, parce que 40-50 milliards, c'est beaucoup d'argent, euh, s'engagerait dans une telle aventure quand tu sais pas qu'est-ce que va être le marché dans 10 ans. Ça prend combien de temps à faire ce pipeline-là? Ça prendrait combien de temps à le créer, Bien, si on regarde à le construire? sous d'autres juridictions, oui, c'est une bonne, très bonne question. Si on regarde d'autres juridictions, comme aux États-Unis ou ailleurs, construire un pipeline, là, c'est très, très rapide, très efficace. Hmm. Ça peut prendre, dépendamment de la distance, quoi que ce soit, un an. Mais ici, au Canada, il y a des groupes de pression, il y a des règlements des règlements environnementaux, moi je crois, radicaux que les compagnies Ouais, doivent suivre, etc. Et au Canada, je ne vois pas la fin de la construction d'un pipeline si on commence les travaux tout de suite, pas avant 2 à 3 ans certainement, ouais. à moins que le fédéral donne un vrai feu vert. Et là, on pourrait avoir un pipeline plutôt que prévu, mais j'en doute encore. Oui, c'est ça. Parce que si ça prend 5 ans, il va être quoi le marché? Ça va être quoi le prix du Ben oui, pétrole? Ça va être quoi le prix du pétrole? Ça va être quoi le marché? La guerre en Russie avec l'Ukraine, ça va être terminé. Au Venezuela, est-ce qu'ils vont avoir recommencé à produire? Parce que là, ils produisent plus grand-chose, mais ça va peut-être se régler si Maduro se fait faire un coup, là, comme c'est en train de probablement se produire. Fait que qui dans le privé, sans le support de l'État, euh, voudrait s'embarquer dans une aventure comme celle-là? Y en a-tu des noms, des compagnies? moi, il n'y en a pas présentement. Non. Et c'est pour ça que Daniel Smith prend l'initiative et dit, regardez, on veut un pipeline, je vais faire tout pour que vous puissiez venir en Alberta, venez investir, on est ouvert. Mais il n'y a pas, actuellement, il n'y a pas de compagnies qui ont un projet concret sur la table. Et Ouais. on sait pourquoi. Ah ben oui, c'est ça. Dis-moi, ça me amène une question. La Norvège. La Norvège, écoute, je pense qu'ils ont un fonds souverain de genre 2 milliards, 2,5 milliards, pas milliards, trillions, trillions. 2500 milliards ou quelque chose comme ça, je ne sais pas où ils sont rendus. Euh, ils exportent moins de pétrole que le Canada. Nous autres, on est peut-être à 3,5 millions de barils par jour ou 4 millions de barils par jour au Canada depuis longtemps, longtemps, même plus longtemps que la Norvège. Comment ça, au Canada, on n'a pas de la richesse parce qu'en plus du pétrole, on a toutes les ressources naturelles que tu peux imaginer. Pourquoi pourquoi le Canada n'a pas la même richesse que la Norvège? Ben oui, c'est parce que c'est la faute des gouvernements, c'est pas la faute du privé. Et pour Ouais. ça, pour développer nos ressources naturelles, ça prend des capitaux, ça prend de l'investissement canadien et de l'investissement étranger. Et on voit, là, il y avait un article dans le National Post d'aujourd'hui qui disait que les compagnies sont, parce que Carney veut attirer des investissements pour le développement de nos industries et surtout de nos ressources naturelles. Ouais. Et ce qu'on disait, c'est que les investissements étrangers ne sont pas de retour. Et donc, on n'attire pas de capitaux, mais on a toutes ces ressources naturelles, que ce soit les minéraux, que ce Ouais. soit l'hydroélectricité, que ce soit le pétrole. Donc, il y a plusieurs minéraux qui est fertile à être exploités.
mais on attend toujours des fonds de privé. Et le privé demande quoi? Demande un régime réglementaire stable et prévisible. Et sous Trudeau, ils ont eu le contraire. Et là, Ouais. avec Carney, ils essaient de se démarquer de Trudeau, mais les investissements ne sont pas encore arrivés. Donc, quand on se compare à d'autres pays, bien, leur environnement réglementaire, elle est plus favorable au développement et à l'investissement étranger qu'elle est au Canada. Est-ce que ça serait parce que les compagnies pétrolières là-bas ils ont été nationalisées et non Oui, ici? oui, ils ont été nationalisés, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est ouvert au développement de ces ressources naturelles-là, puisque le gouvernement et les individus ont investi dans ces compagnies-là en les nationalisant. Euh, Ouais, donc, euh, je donc, pense, oui, vas-y. je pense qu'ils ont 51% le gouvernement. Ben, c'est ça. Donc, le gouvernement ne passera pas d'une réglementation qui va euh, bafouer le développement économique d'une industrie où ils ont eux-mêmes intérêt à ce que les compagnies soient profitables. Ici au Canada, c'est pas le cas et je ne souhaite pas non plus que le Non? gouvernement devienne un joueur majeur et investisse. Le gouvernement canadien est cassé. On a un déficit de 78 milliards de dollars. On n'a pas les moyens. Et le plus simple, c'est de favoriser, parce que si on avait une, euh, une législation favorable à l'investissement étranger, favorable au développement de nos ressources naturelles et une stabilité, les compagnies reviendraient au Canada, Ouais, les fonds reviendraient au Canada, mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, je ne veux pas que l'État remplace le manque de fonds. L'État mm, n'en a pas d'argent, ouais, mais elle a une chose, le fédéral et les provinces peuvent faire une chose très simple, c'est de changer leur règlement. On sait au Québec, par exemple, il y a plusieurs années, c'était le paradis pour l'industrie minière au Québec. Et le Québec, bon, bien, surréglementé. Et maintenant, le Québec ne se place pas le premier pour le développement minier. Pourtant, ça devrait être le cas. On a plein de mines au Québec. On devrait favoriser l'investissement minier. ouais. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait ces dernières années. Ouais, on dirait qu'on se tire dans les pieds. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est de l'idéologie ou de la stupidité ou une stratégie en arrière? Ben, C'est- moi, c'est- je pense que tu viens de le dire, Stéphane, c'est les deux, c'est l'idéologie et de la stupidité, parce que on pense que les changements climatiques, c'est le danger imminent pour la population, qu'il y a une urgence climatique. Et là, bien, on dépense des sommes faramineuses pour lutter contre les changements climatiques. Et pour moi, bon, tu le sais, le Parti populaire, nous, les changements climatiques existent, mais il n'y a pas d'urgence ouais. climatique et le Parti populaire n'investira pas une scène pour lutter contre les changements climatiques et on ne fera pas de réglementation ou de taxes sur le carbone. Mais cette idéologie nocive et destructrice, bien, elle est très vivante au Canada. Et donc, idéologiquement, on dit le développement du pétrole, ce n'est pas sain, ce qui est faux. Si on regarde l'énergie éolienne et l'énergie solaire pour faire des batteries, bien, si on regarde en amont, il y a de l'industrie qui est là. Et oui, il y a des industries qui sont polluantes pour arriver à avoir une batterie. Et Mm, ces énergies-là ne sont pas constantes. L'énergie éolienne, s'il n'y a pas de vent, on n'a pas d'énergie. L'énergie solaire, s'il n'y a pas de soleil, on n'a pas d'énergie. On l'a vu il y a quelques années au Texas. Le Texas dépendait trop de ces énergies alternatives ou vertes, comme on aime l'appeler. Puis, durant l'hiver, bien, il n'y avait pas d'énergie constante pour subvenir aux besoins de la population et aux foyers. Donc, l'énergie pétrolière, le monde va toujours en avoir de besoin. Et ouais. l'avantage, c'est que c'est constant. Et l'avantage, c'est qu'il fasse soleil ou pas, ou qu'il y ait du vent ou pas, on a de l'énergie. Donc, cette idéologie-là nuit au développement. Puis, je dirais aussi la stupidité, parce que ceux qui croient là, que demain matin, là, si on ne fait rien, la Terre n'existera plus, puis on met tout sur le dos des changements climatiques, pour moi, c'est, je
je traite pas ces gens-là d'idiots, mais je traite ces gens-là d'avoir été influencés par les médias Oui. et c'est la peur. On a, dans les écoles présentement au Québec et au Canada, on dit aux jeunes enfants que oh, s'ils ne protègent pas la Terre, c'est la fin du monde. C'est complètement faux. Ouais. Mais bon, tranquillement, cette idéologie-là a moins en moins d'influence. Parce que moi, je me suis crié de environnemental, sceptique environnemental, Climato-sceptique, ouais. climato-sceptique. Et là, bien, non, c'est la même position que le Parti populaire a depuis 7 ans et on ne traite plus de non. Parce que tout ce qui nous avait prévu qui allait arriver n'arrive pas. Ben, c'est Fait que quand tu ça. regardes l'histoire, tu te dis, bon, ben là, on va arrêter les peurs. Là. Vous avez dit ça dans les années 80, 90. Puis Ouais. si on regarde les journaux de l'époque, c'était New York n'existera plus, le pôle Nord va disparaître, les océans vont augmenter, le niveau des océans. On a fait peur au monde depuis les années 70-80. Puis J'ai là, bien, ça tient moins. j'ai réécouté pour le plaisir parce que justement, il parlait de ça à Joe Rogan la semaine passée. The Inconvenient Truth de Al Gore. Je pense que c'était dans les années 90 ou 80, fin 80, dans ce coin-là. Puis, tout, absolument tout ce qu'il disait n'est pas arrivé. Right? Ah ouais, Fait que ça fait 40 ans qu'ils font des peurs. prédictions, des prédictions catastrophiques, puis il n'y en a pas une seule. Puis là, après ça, quand tu questionnes ça, ils te traitent de climato-sceptique. Ouais, ben là, il n'y a rien qui est arrivé. Comment tu peux pas ne pas être sceptique? Right? C'est comme, tu fais 40 ans, tu appelles la fin du monde, puis il n'y a rien qui arrive. En quoi tu es différent des témoins de Jéhovah qui attendent la fin du monde depuis toujours? Oui, on n'est pas climato-sceptique, on est climato-réaliste. Ouais, ben c'est Et ça. eux ne le sont pas. Mais bon. T'as juste à regarder dehors. Il fait frette, là. C'est Ouais. pas, il n'y a pas de changement climatique cet hiver-là, là, très semblable à tous les hivers qu'on a déjà eus. Hein. Même que là, cette année, on l'a direct, là, froid tout de suite en partant. Ouais. Fait que c'est, encore une création des médias, je pense. Peux-tu? Oui, oui, puis effectivement, c'est pour ça Ouais. que je dis, nous, en politique, tu sais, Stéphane, les politiciens, normalement, ils font des sondages et puis ils disent à la population ce qu'elle veut entendre, un politicien traditionnel. Mais Ouais. nous, on ne fait pas ça, pas à cause qu'on Ouais, ouais. ne veut pas écouter la population, c'est parce qu'on se dit que la population a été manipulée, l'opinion publique a été manipulée par les médias gauchistes, par les politiciens de gauche, et donc, ils ont influencé l'opinion publique. Nous, on veut faire le contraire. On fait de la politique basée sur les faits, basée sur la science, basée sur la réalité. Et on dit ce que les gens peut-être ne sont pas prêts à entendre au moment où on le dit. Mais Ouais. on pense que plus on répète la même politique, la même philosophie, la même idée, plus bon, les gens vont dire, vont commencer à comprendre et on va gagner de plus en plus de crédibilité en tant que parti politique. Ouais. C'est une façon différente de faire de la politique. Tu peux me dire, Stéphane, que ça n'a pas trop marché. Euh, Effectivement, c'est plus dur que ça l'est, mais je pense que notre temps va venir. Je regarde les Ouais. partis populistes en Europe. Nigel Farage, qui a créé un parti, le Parti Réforme, en Angleterre. Et à la dernière élection, il a eu 13% du vote et il a fait élire 5 candidats. Et là, aujourd'hui, dans les sondages, actuellement, en Grande-Bretagne, s'il y a une élection générale, ben leur élection générale va être dans 3 ans. Mais s'il y avait une élection générale aujourd'hui, il gagnerait une majorité. Un parti populiste qui dit les vraies choses. Et on regarde en France, c'est la même chose, en Allemagne. Et je Ouais. pense que cette vague-là va venir un jour au Canada. Ouais, je pense que oui. Il faut qu'il y ait un réveil à un moment donné de dire l'idéologie, laissons ça de côté un petit peu, puis commençons à parler des vraies choses. Ça, Surtout,
Oui, surtout lorsqu'on s'appauvrit, parce que là, Ouais, avec ces idéologies-là, on s'appauvrit. ouais, On a juste à regarder là, la croissance du produit intérieur brut au Canada augmente. Et là, ouais. cette année, on dit que ça va augmenter peut-être juste de 0,6. Mais avec la croissance de la population, qui croît plus vite que l'augmentation de l'activité économique, bien, On descend. on s'appauvrit. Le produit intérieur brut par capita, par personne, diminue. Ouais, Donc, on s'appauvrit. Et il y a un coût à cette immigration de masse et on le paie actuellement. Puis en plus, bien, les gouvernements sont en train de faire des déficits qui sont financés par de l'argent créé à partir de rien de la Banque du Canada, qui qui crée de crée de l'inflation. l'inflation. Ouais, Donc, on est pris des deux côtés. On a une stagnation économique, donc pas de croissance économique. Et d'un autre côté, l'inflation. C'est le pire des deux mondes, mais c'est ce que les Québécois, les Canadiens vivent aujourd'hui. Les gens s'appauvrissent. Et si les gens travaillent et ils ont une augmentation avec le niveau d'inflation, exemple, l'inflation cette année a tourné autour de 2,1 2,2. je crois Mais pas. ça, c'est l'inflation officielle. Ouais, Ben oui, c'est ça. Tu ne crois pas, ouais, moi non plus, j'y crois pas. C'est l'inflation officielle du gouvernement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si votre employeur vous donne une augmentation en ligne avec l'inflation, il va vous donner 2,1, 2,2 d'augmentation. Mais vous allez vous appauvrir quand même parce que l'inflation réelle est plutôt 6, 7 ou 8. et Parce que ouais, dans le calcul des biens et services pour avoir l'indice des prix à la consommation, bien, on ne compte pas des biens qui sont très chers pour la population et le panier qu'on prend n'est pas crédible et ouais. fait en sorte d'abaisser le taux d'inflation au lieu de nous donner un taux d'inflation réel. Et on le sait lorsqu'on fait notre épicerie ou qu'on on met du gaz dans notre voiture, c'est plutôt 6, 7, 8 le taux d'inflation. Donc, ce que je suis en train de dire, Stéphane, c'est qu'à chaque année, même si on a une augmentation de notre paye, on s'appauvrit. Ouais, ça c'est clair. Puis il y a tellement de vaudou dans ce calcul d'inflation-là qu'il n'y a personne qui peut comprendre. Puis on sait par la réalité, quand on va faire nos emplettes, on sait que à tous les jours, toutes les semaines, à tous les mois, ça augmente beaucoup plus que 2% par année. Là. Ça n'a même plus de bon sens. Euh, question liberté d'expression. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Puis, il y a des lois comme des projets de loi comme C2, C8, C9. Puis là, il semble vouloir ressortir, ressusciter la fameuse loi C63. Je ne sais pas si ils l'ont rétabli, cette loi-là, mais il semble vouloir, puis c'est pas juste au Canada, un peu partout, il semble vouloir mettre un frein sur les réseaux sociaux pour que tu sais, le meilleur exemple, c'est toi. Ils t'ont rendu invisible. Tu es absolument Ouais. invisible. Un, dans les médias, puis deux, dans les médias sociaux où tu es absolument shadowbanné. Tu as des centaines de milliers de Ouais. followers sur X, mais quand je vois tes posts, puis quand je les vois, là, parce que ça arrive pas souvent que je les vois, tu as quelques milliers de vues là-dessus. Fait qu'ils t'ont mis, puis pas juste toi, là, tous ceux qui ont un discours un peu différent de ce qui est dans les médias, euh, ils ne sont plus entendus de la population. Mais ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Ouais, Oui, oui, absolument. Puis effectivement, il y a un projet de loi. Il y en a deux importants là, à Ottawa qui sont en train d'être débattus, le C8 et le C9. ouais, Et il y en a un, effectivement, qui touche les médias sociaux. Et donc, si quelqu'un écrit quelque chose sur les médias sociaux que le gouvernement n'aime pas, bien, le ministre peut demander à une compagnie fournisseur de l'Internet, que ce soit Bell ou que ce soit Vidéotron, de ne plus donner service à ce client-là. Donc, ouais, de déconnecter quelqu'un de son réseau Internet. Et ouais, donc, pour nous, l'Internet et la communication sur les réseaux sociaux, c'est primordial. Et en 2025,
pour s'exprimer et la liberté d'expression, elle est reflétée dans ces réseaux sociaux-là. Et Ouais, c'est très dangereux parce qu'en Angleterre, il y a une loi semblable et ouais, il y a des gens, moi-même, le jour de la réconciliation nationale en ce qui concerne les Premières Nations, j'ai fait un tweet en disant sur X que il y avait dans l'école à Kamloops, en Colombie-Britannique, où on dit qu'il y avait des bébés, des enfants à ouais. cette école-là qui ont été tués par les prêtres, etc. Et donc, qui avait une fosse commune. Et ça a fait les manchettes au Canada, ça a fait des manchettes à travers le monde. Et on n'a jamais trouvé. Ouais. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, c'est un mensonge. On n'a jamais trouvé de fosse commune Ouais. à Kamloops. Et j'ai dit ça, et une chef de Première Nation de la Colombie-Britannique a porté plainte à la police Hey! pour propos haineux. Puis j'ai dit la vérité. Et donc, si ce projet de loi-là avait été en vigueur, qu'on étudie à Ottawa, pardon, à Ottawa présentement, bien, j'aurais eu la visite de la police pour quelque chose que j'ai écrit sur Internet. Et en Angleterre, Aïe, aïe, aïe. présentement, il y a à peu près 30 personnes par jour qui reçoivent la visite de la police pour ce qu'ils ont écrit sur les réseaux sociaux. Ouais, Donc, moi, le discours haineux existe dans le code criminel et c'est un discours haineux violent. Et on n'a pas besoin d'une autre loi pour empêcher les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais en plus de ça, on veut couper à l'accès à l'Internet à des citoyens qui diraient des choses que le gouvernement n'aime pas. On est rendu dans une société totalitaire si ces deux projets de loi-là passent ouais, avant Noël. ouais, Et c'est malheureux, mais je pense qu'ils vont avoir l'appui du Bloc québécois ou du NPD et les libéraux vont être capables de passer ces projets de loi-là. Et donc, ça fait quoi en réalité? Eh bien, ça brime la liberté d'expression. On a un gouvernement autoritaire. Et pour moi, l'exemple que tu disais tantôt, Stéphane, oui, le meilleur exemple, j'ai, si la mémoire est bonne, 330 000 personnes qui me suivent sur X. Mais ça fait 11 mois que j'ai 330 000 personnes qui Ah, me suivent. Une journée, ça va monter de 10. L'autre journée, ça va descendre de 15. L'autre journée, ça va monter de 10. ouais, Je suis à 330 000 depuis 11 mois. Donc t'imagines. oui, je suis mis à l'ombre ou shadow ban en anglais. Et parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que ce discours-là qui challenge les politiciens et l'establishment ne soit entendu par la population parce qu'ils le savent. Plus que notre discours peut porter, plus qu'on va avoir d'appui parce que c'est le gros bon sens. Ouais, Mais Ottawa et les politiciens de l'establishment font tout pour empêcher le discours du Parti populaire et les autres discours des gens qui partagent au point de vue sur les réseaux sociaux d'être vus par bien des gens. ouais. Et ça va à l'encontre de toutes nos chartes des droits, là, ce qu'ils font, là. Ah, Puis, oui, ben oui. mais ils s'en foutent complètement de la Charte des droits. Depuis la COVID, là, ils l'ont déchirée, ils l'ont mis en feu, puis ça n'existe plus, cette charte-là. Ça Ouais, n'existe tu as plus. raison de, oui, tu as raison de le dire, Stéphane. Ouais, Pourquoi ça n'existe plus? Parce que, lorsque les démocraties ont été créées, il y a plus de 150 ans, les intellectuels de l'époque avaient peur que la règle de la majorité allait devenir une règle que la majorité de la population allait imposer son point de vue à une minorité. Et ils ouais, avaient peur que la démocratie puisse devenir totalitaire. Et je pense qu'ils avaient raison. ouais, Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi un gouvernement qui va réussir avec ses budgets de propagande et avec l'argent qu'il dépense à influencer l'opinion publique en sa faveur? Bien, il va être capable de mettre en œuvre ses idées, de passer des législations. Il va pouvoir dire que, oh, une grande partie de la population est d'accord. Le meilleur exemple, c'est COVID, tu viens de le dire. ouais, On a fait peur aux gens, on a poussé une idéologie, les gens ont été influencés. Et là, les sondages ont dit, par exemple, durant la COVID, je m'en rappelle, que plus de 65 des Montréalais étaient d'accord à faire un couvre-feu. ouais, Parce qu'on avait fait peur, puis on leur avait dit que le virus était dangereux, puis le vaccin était sûr et efficace, qui était complètement le contraire. Et donc,
Et donc, là, on a une majorité de population qu'on a influencée et on se fie de la Constitution, on se Ouais. fie de la Charte des droits et libertés parce qu'on dit, ah, la majorité de la population est d'accord. Et c'est pour ça que notre charte n'existe plus. Parce que pour un gouvernement, il s'agit de dépenser de l'argent, d'influencer. Et encore aujourd'hui, moi, j'écoute pas la radio, mais ma femme voyage pour travailler et elle écoute la radio dans la région de Montréal. Et tous les messages publicitaires, 90% viennent du Québec qui avec pour influencer la Du gouvernement population, du Québec? etc. Du Le, gouvernement du Québec? le gouvernement, oui, le Ah gouvernement du ouais. Québec dépense des sommes énormes en publicité. Rouvrez les stations de radio. Et durant la COVID, le gouvernement du Québec avait coupé la publicité à Radio X parce que Ouais, Radio X avait un point de vue différent. ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Radio X a changé pour garder leur Ben oui. publicité du gouvernement. Et donc, c'est ça. Le gouvernement utilise l'argent qu'il a pour influencer la population. Et une fois qu'il l'a influencé, bien que notre action soit contre les chartes, on s'en fout et on peut dire publiquement qu'on a l'appui de la majorité. Ouais. Donc, c'est plus une démocratie, c'est rendu Non. un régime autoritaire. Ouais, avec de la manufacturation du consentement comme ça. C'est incroyable. Puis là, on a entendu beaucoup parler cette semaine du ministre Mark Miller. On a parlé tantôt de Stephen Guilbeault qui a démissionné comme ministre. Ben lui, il a pris sa place comme ministre de la Culture. Puis ça a fait tout un drame cette semaine au Québec. On va le regarder tantôt. Mais avant ça, il est en train de travailler sur un projet de loi moi j'appelle criminaliser la Bible, imagine. Puis gars, on va écouter un petit qu'est-ce qu'il en dit de ça. On écoute Mark Miller. If someone were literally invoking a passage from, in this case, the Bible, but there are other religious texts that say the same thing, and somehow say that this is good faith. I mean, clearly there are situations in these texts where these statements are hateful. They should not be used to invoke or be a defense, and there should perhaps be discretion for prosecutors to press charges. I just want to understand what your notion of good faith is in this context where there are clearly passages in religious texts that are clearly hateful. Bon, fait que c'est absolument Twilight Zone. Ça veut dire que là, le gouvernement, ils vont peut-être avoir un ministère de la vérité qui va éplucher la Bible pour dire ça, c'est haineux, t'as plus le droit de le dire. Ça, c'est haineux, t'as plus le droit de le dire. Fait que verset livre X, verset Y, si tu en parles, tu t'en vas en prison. On est. Non, mais on est rendu dans la débilité la plus profonde. Oui, Stéphane, tu as raison. On ne sait pas exagérer, là. Si ces projets de loi-là passent à Ottawa d'ici Noël, c'est un cadeau de Noël empoisonné qu'on nous donne. Et oui, si les gens ont lu 1984, je leur ai dit, ceux qui n'ont pas lu, lisez-le. Et là, on va faire quoi? On va faire un ministère de la vérité ou ministère de l'honorabilité parce qu'on n'aura pas le droit, les gens n'auront pas le droit de critiquer quelqu'un. Puis, il faut savoir que la liberté d'expression existe pour protéger les discours qu'on n'aime pas. Ouais, Et donc, ouais. moi, je devrais avoir le droit d'insulter qui que je veux, utiliser les mots, pourvu que ça ne soit pas une incitation à la violence. C'est ça la différence entre le discours haineux du Code criminel et le discours haineux dans ces lois-là, où on élargit la définition. Mais un vrai discours haineux, c'est un discours haineux qui incite à la violence avec des faits et des preuves. Et donc, ici, c'est pas ça, là. On veut bannir des émotions mauvaises que les gens ont, Ouais. qui n'auraient pas le droit d'exprimer. Bien, tout le monde a des émotions mauvaises et des jours difficiles où on se fâche, où on exprime des choses et après on le regrette peut-être, mais ça fait partie de la vie et on devrait avoir le droit, comme on l'a toujours eu, de pouvoir exprimer. Et c'est pour ça qu'elle existe. La liberté d'expression n'existe pas pour protéger des discours qu'on veut entendre. Non. Elle existe pour protéger des discours qu'on ne veut pas entendre. Et là, le gouvernement dit, bien non, on fait fi de la liberté d'expression parce que ce discours-là est un discours haineux.
Ça n'a aucun bon sens. Puis, On s'en va dans un régime totalitaire, oui. ouais, totalement. Puis, un des exemples qui me vient en tête, là, ça serait dans la Bible, c'est où il parle des homosexuels, puis là, il parle de dire c'est une abomination, puis tout ça. Fait que dans la Bible, ils sont contre les homosexuels. Fait que ça, si tu utilises cet extrait-là dans la Bible, ben, tu vas pouvoir te faire accuser de discours haineux. Mais est-ce que, puis ça, c'est la question que je te pose, est-ce que c'est ça, un discours haineux, quand tu fais juste invoquer ton dédain des homosexuels en disant ben regarde, c'est écrit dans la Bible, tu ne devrais pas faire ça. Est-ce que c'est un discours haineux ou simplement t'exprimes une opinion? Ben, c'est un discours qui peut être haineux pour un homosexuel qui aime pas ça se faire dire que c'est pas normal d'être homosexuel. Ouais, Mais peu importe, c'est un discours que cette personne-là a le droit de dire. Et pour moi, elle a une opinion. C'est pas l'opinion que je partage personnellement. non, Je travaille moi avec non des plus. homosexuels et puis, écoute, je partage aucunement cette opinion-là, mais je veux que la Ouais, personne ait le droit d'insulter quelqu'un en utilisant ce discours-là. Regarde juste, et qu'est-ce qu'on fait? On endoctrine la population, on le fait peur à la population de ne pas utiliser un certain mot, et à force de mettre de la pression à la population pour ne pas utiliser certains mots, bien la population va se censurer elle-même. Le meilleur exemple de ça, c'est le mot d'Amérique. je Vous vous pense que je rappelez, il vais y avait biper ça au montage. vous voyez, on disait le mot commençant par N. On Ouais, a peur de dire ça, d'Amérique. Et c'est historiquement, c'est comme ça. Il y a un débat, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, mais les médias ont peur et qu'ils écrivent le mot N, le mot N. On se censure nous-mêmes. Si quelqu'un veut traiter une personne noire de bien, à lui, c'est à son risque et péril, ouais, et il devrait avoir le droit de le faire. Et si, mais il peut se faire actionner, par exemple. Il ouais. peut se faire actionner par quelqu'un en voulant, en disant, écoutez, là, je veux aller devant les tribunaux parce que telle affaire, mais peut-être qu'en disant le mot et en le mettant dans un contexte violent, bien, cette personne-là peut justement risquer de se faire actionner. Mais on est rendu que la population se censure sur des mots. Là, Ouais. c'était le mot qu'on a censuré. Et là, ça va être quel mot là, avec ce toit-là? Hey, Maxime, dans la version qui passe sur YouTube, dans la version qui passe sur YouTube, là, ce que vous avez entendu, là, c'est quand il Tu a peux dit le le mot couper si tu veux. quand Tu il peux a le dit couper. quand tu as dit le mot IN, j'ai mis des bips, là, bip pour que pas ça parce que sur YouTube, là, c'est assez pour te faire canceller ta chaîne de Non, dire non. ce mot-là. Bon, oui, non. Non, non, mais tu couperas tout ça, Non, mais là. Tu c'est ça couperas tout ça. l'ironie. Non, je ne couperai pas, je vais mettre des bips, je vais l'enlever quand tu dis le mot. Mais tu vois à quel point on est rendu dans une société où on s'auto-censure. Moi, je suis rendu là, dans YouTube. Je sais ce que YouTube a le droit de vie ou de mort sur les YouTubers. Puis YouTube, si tu dis ce mot-là, il y a des chances que ce soit une strike, puis que même qu'il délite ta chaîne au complet. Fait que c'est assez ironique qu'on parle de liberté d'expression, mais là, ce qu'on entend, ou ce que les gens ont entendu, ils ont entendu des bips. On parle de censure. Mais c'est nous autres qui s'auto-censurent. Ah oui, C'est ah rendu oui. à ce point-là, là. Et même chose. Et même chose durant la COVID. Durant la COVID, les gens qui faisaient des émissions sur le virus, etc., ils prenaient des codes pour parler Ouais, à la population en sachant que l'algorithme de YouTube allait ouais, les mettre à l'ombre si ce mot-là est entendu. Donc, les gens, c'est dommage, ils se censurent, mais d'un autre côté, l'intelligence humaine, ils ont continué à parler du sujet que l'État ne voulait pas qu'on parle, donc du vaccin et de la COVID, en utilisant une ruse
et en étant capable de faire passer leur message. Mais Ouais. ce qui est triste, c'est qu'on soit rendu là pour faire Ouais. passer notre message. Il faut s'adapter aux algorithmes. Puis là, c'est rendu qu'on ne sait plus. On ne savait pas dans ce temps-là qu'est-ce qu'on fait pas. Aujourd'hui, on sait qu'on a le droit de parler des vaccins. On a le droit de parler des blessures que les vaccins ont causées. On a le droit de parler de l'origine du COVID. On a le droit de parler de ça. Mais, là, 2, 3 ans, tu parlais de ça, c'était bannissement automatique de YouTube ou peu importe le réseau social où tu étais. Puis là, avec ce que Mark Miller vient de dire, est-ce qu'on va tout simplement décider, donc moi la Bible, je n'en parle plus, les parties controversées, je n'y touche plus, je m'auto-censure quand il est temps de parler d'un livre qui est 3000 ans, qui est 2 à 3000 ans, dépendamment du livre. Oui, c'est triste, mais les gens vont arriver là. Mais Ouais. effectivement, le contexte d'il y a 3000 ans n'est pas le contexte Non, d'aujourd'hui. non. On juge les personnages historiques. Je pense aux fondateurs du Canada, je pense à nos pères de la Confédération, sur la façon dont ils agissaient dans leur vie quotidienne. On juge avec nos principes d'aujourd'hui et notre moralité d'aujourd'hui, mais ça a évolué. Et donc, on condamne des personnages historiques parce qu'ils n'ont pas agi comme on agit, nous, aujourd'hui, dans une société libre et démocratique. Mais c'est deux contextes différents, il faut garder ça à l'esprit. Oui, c'est très différent. Puis, écoute, on est. Comment tu penses que ça va se finir tout ça? Est-ce que le gouvernement vont pouvoir passer toutes les lois, puis après ça, ben, on va devenir une société complètement aseptisée? Ou ben non, moi, je prends l'autre côté. Les gens vont se révolter, comme ils ont fait aux États-Unis. Hein? Les États-Unis, il n'y a plus personne qui croit les médias, puis ces gars, ils ont élu Trump. C'est le plus grand, c'est le plus grand acte révolutionnaire qu'ils ont fait, je pense. À À deux l'encontre de reprises. ouais, à 2 reprises, mais à l'encontre de toute la propagande. Fait que la propagande là, a arrêté de fonctionner là-bas, mais ici, elle fonctionne encore très bien. Hein? Oui, tu as raison, c'est une question de temps, c'est deux choix. Est-ce qu'on va être dans une société où finalement, bien, on va être contrôlé par l'État? On peut parler de la vie privée aujourd'hui, là, que Ouais. l'État s'ingère dans notre vie privée quotidiennement. Le fait de conduire une voiture qui date de 2025, là, le manufacturier peut entendre les conversations que tu as dans cette voiture-là. On sait où tu es tout le temps, etc. Notre téléphone nous écoute jour et nuit. Puis il nous On n'a suit, plus de ouais. vie privée. Il nous Ouais, suit, il nous écoute, etc. ouais, Le meilleur exemple, vous êtes avec votre femme dans votre voiture et vous parlez que vous voulez acheter un bien peut-être plus tard, et 5 minutes plus tard, dans votre téléphone, vous avez une publicité sur le bien. Disons que vous ouais, parlez de il faudrait acheter un lave-vaisselle. Bien, 5 minutes plus tard, vous avez une publicité de lave-vaisselle. ouais. Donc, la vie privée n'existe plus. Il faut se battre contre ça. Et aux États-Unis, bien, ils font la bataille avec Trump. Ouais. Moi, je pense que c'est une révolution qu'il faut, une révolution pacifique, une révolution tranquille, pacifique, mais une vraie révolution. Et c'est pour ça que le PPC existe. Moi, je dis souvent que le Parti populaire du Canada sera là lorsque les Canadiens et les Québécois seront prêts. On Ouais. l'a vu, la dernière élection, ils ne sont pas prêts à voter pour le Parti populaire. On ne changera pas nos idées, on ne changera pas pour plaire à la population par rapport à l'idéologie du jour. Mais lorsque la population sera rendue, exemple, en immigration, on était des racistes en Ouais. 2019 parce qu'on voulait avoir 150 000 maximum. Je me suis fait traiter de raciste, xénophobe.
Et là, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire ça parce qu'on avait raison. Et Ouais. aujourd'hui, on voit l'impact négatif sur notre économie, sur notre société de l'immigration de masse. Et c'est pour ça, si on parle de politique québécoise, moi, je pense que c'est à cause du discours de l'immigration que Saint-Pierre Plamondon est en haut dans les sondages. Oui, la CAQ est en train de se déchirer elle-même. Les libéraux ont plein de conflits internes, mais le PQ a monté bien avant ces conflits-là, il y a quelques mois déjà, parce qu'il parle d'immigration, parce qu'il parle d'identité, parce qu'il parle de protection de la langue française. Sur l'immigration, Saint-Pierre Plamondon a un discours quasiment semblable à nous, au Parti populaire. De plus en plus. Oui, Ouais, absolument, absolument. ouais. Fait que Mais c'est ça, il faut faire cette révolution-là et nous, c'est notre mission de continuer à dire la vérité, peu importe qu'elle soit populaire ou non aujourd'hui. Tu disais que les Canadiens ont choisi, n'étaient pas prêts à voter pour toi, mais c'est parce que ça, c'est un autre problème du choix. Quand tu ne connais pas les choix, puis tout est fait pour que tu ne connaisses pas ton discours, parce que vraiment, tu as été absolument absent de tous les médias, tu peux pas dire que les Canadiens sont pas prêts. C'est juste qu'ils savent pas que tu existes. Oui, eh bien, Stéphane, c'est un très bon point, effectivement, parce que j'avais vu un sondage il y a quelques années, peut-être un an, et on avait sondé les gens sur les partis politiques, et il y avait 50% des Canadiens qui ne savaient même pas qu'on Ouais, existait. ouais, Donc, oui, c'est un point là, effectivement. Il y a des Canadiens qui ne savent pas qu'on existe, et il y a des Canadiens qui savent qu'on existe peut-être, mais ne sont pas prêts à voter pour ces idées-là, qui jugent, comme les médias traditionnels nous jugent, extrémistes. ouais. Mais je pense que cette population-là va sûrement cheminer et un jour, ils vont dire, bien, regarde, c'est pas extrémiste ce que Bernier dit, puisque le PPC dit, ça fait 7, 8, 9 ou 10 ans qu'ils disent la même chose. On va leur donner la chance parce C'est que ce qu'ils disent, ils sont vraiment ils croient vraiment à ce qu'ils disent. ouais. C'est ça la subtilité de la propagande. Hein. Tu vas demander, tu sais, il y a plein de monde qui ne connaissent pas, je te dirais 50% certains, comme tu dis. Mais après ça, tu vas demander, puis ça, j'ai fait l'expérience, hein. Tu vas demander à quelqu'un comment tu trouves le Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Puis là, ils te sortent exactement ce que les médias ont raconté. Right? Puis là, après ça, tu leur poses des questions, un petit peu plus touchées, sur tout ça. Puis sont en accord, habituellement en accord avec ce que tu dis. Mais il leur reste dans leur tête une impression qui a été faite par cette propagande qui vient de partout, tous les bords, tous les côtés, et qui dit exactement la même chose partout. Puis après ça, il reste une impression. Maxime Bernier, bad. Trump, Ouais. bad. Ouais. Mais sans regarder les détails vraiment de ce qui se passe. Fait que la propagande elle fonctionne extrêmement bien. Ils sont rendus masters dans l'art de propagander. Puis ça, à un moment donné, il va falloir qu'on s'organise pour qu'on fasse un contrepoids à ça, mais je ne vois pas comment on pourrait faire, à moins que les réseaux sociaux décident de dire fuck you au gouvernement, puis on ouvre les algorithmes à tout le monde. Ouais. Mais ce que tu dis, Stéphane, est bien vrai. D'ailleurs, ce que je disais à nos candidats du Parti populaire avant la dernière campagne électorale, lorsque vous faites du porte-à-porte, commencez à parler des enjeux. Et non Ouais. pas, voici, je suis Joe Blow du Parti populaire. Non. Vous commencez à parler des enjeux. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en immigration? Et là, vous avez une discussion. Et là, après, vous allez vous apercevoir que 80% du temps, la personne va être d'accord avec le propos. Ouais. Et là, après, vous leur dites, ben, savez-vous qu'il y a un parti qui lutte contre ça? Et le Parti populaire. Donc, Ouais. je disais aux gens, ne commencez pas par dire je suis du Parti populaire parce qu'on a C'est tellement ça, il y a une impression. malmené.
malmener notre impression, c'est commencer à parler des idées. Parce que si on regarde dans notre programme, là, notre position sur l'immigration, notre position sur l'équilibre du budget, notre position sur les taxes, et si on regarde ça, lorsque des sondages au Canada, souvent lorsqu'on sonde sur des idées précises, et notre idée est là-dedans, normalement, on a à peu près 50 d'appui. Là, en immigration, on est rendu à 70 d'appui. On a de l'appui sur nos dossiers, mais globalement, les gens, lorsqu'ils entendent Parti populaire, dans leur tête, c'est négatif, c'est extrémiste, c'est radical. Mais c'est pour ça que je dis à mes candidats, parlez d'enjeux. Et après ça, vous leur dites, ça, c'est le seul parti, c'est le Parti populaire. Et là, si vous avez plus de questions, allez sur notre site, lisez notre plateforme, partipopulaireducanada.ca. Mais tu as raison, on nous a tellement discrédités. Et surtout, moi personnellement, et je peux te dire, Stéphane, qu'au Québec, on m'a beaucoup discrédité, plus qu'au Canada anglais. Au Canada anglais, mais au Québec, oui. Le meilleur exemple, c'est qu'à la dernière campagne électorale, mon père a été député de la Beauce pendant 13 ans. J'ai été député de la Beauce pendant 13 ans. Et j'étais en Beauce et je faisais campagne. Et mon père s'est fait dire, il faisait son épicerie en Beauce, près de chez lui. Et il s'est fait dire, Gilles, hey, écoute, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ton fils Maxime, mais tu dois pas être fier pantoute de lui. Ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit à l'attaque. Parce que l'individu a écouté les médias nationaux et s'est fait une idée. Et là, mon père, il dit, mais de quoi tu parles? Ben, de telle affaire. Mon père dit, mon fils ne partage pas ce point de vue-là, il partage l'autre point de vue. Ah oui, mais quelqu'un est allé voir mon père pour lui dire, pauvre toi, tu ne dois pas être fier de ton fils parce qu'en politique, ses propos, ça n'a pas de bon sens. Et il entendait ça à TVA ou à Radio-Canada. Donc, c'est un exemple là, flagrant là, de désinformation efficace. Vous avez vraiment eu tous les deux 13 ans de mandat? Oui, oui. Ah, c'est toute une belle coïncidence. Mais je peux te dire qu'à la prochaine campagne, je ne présenterai pas en Beauce. Je vais peut-être aller en Alberta parce qu'on est vraiment en Alberta. Là, les gens aiment bien nos idées. Puis on a eu à peu près 15 d'appui à la campagne 2021 en Alberta. Puis dans des comtés là-bas, j'ai des candidats qui ont fait très bien. Et peut-être qu'on verra quand l'élection arrivera, mais je vais aller dans un comté où j'ai beaucoup plus de chances d'être élu. Et malheureusement, ça ne sera pas en Beauce. S'ils sont encore canadiens. Oui, s'ils sont encore canadiens. Effectivement. Puis au Québec, est-ce qu'on va être encore canadien dans quelques années? Il y a des grands points d'interrogation là-dessus. Fait que c'est un temps intéressant de regarder la politique. Il y a vraiment des grands changements qui sont à venir. Puis, c'est ça. Écoute, on va aller dans la section membres parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps aujourd'hui, Maxime. Puis, merci d'avoir pris du temps pour être venu nous jaser, même si je t'ai bipé quelques fois aujourd'hui. C'est ça, l'autocensure. On est rendu là, hein? On est rendu là. On est dans l'autocensure totale. Puis, c'est quand même, moi, je trouve ça intéressant, excitant de voir comment ça se passe. Surtout que là, 6 ans, avant la COVID, là, tu sais, mettons janvier 2020, là, je me remets là, puis quelqu'un m'aurait dit, voici comment va être 2025. J'aurais dit, tu me niaises, ça se peut pas. Ça se peut pas. Pas au Canada, pas au Québec. On ne peut pas être aussi tombé dans la propagande puis dans le totalitarisme comme ça. Puis, non, c'est la réalité. C'est la réalité. Fait que dans la section membres, Maxime, j'ai le goût d'entendre ce que tu as à dire sur toute le scandale qui s'est passé au PLQ, pas juste ça, mais le PQ là, se sont mis à dos, supposément, tous les artistes au Québec cette semaine, en critiquant Mark Miller, puis aussi les artistes qui ne sont pas assez nationalistes, ou je ne sais pas trop. Mais on va parler de ça dans la section membre. Fait que voilà. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxime. Puis ceux qui ne sont pas membres, devenez membres. Ça coûte 3 $ par mois.
Puis, vous avez droit à 4 ou 5 émissions gratuites par mois. Pour 3 piastres, c'est pas cher. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y en a pas d'inflation. Ça fait 3 ans qu'on a le même prix, 3 piastres. Fait que voilà, 3 $ par mois, vous n'allez même pas le voir sur votre budget. Fait que voilà. Hey, je te remercie beaucoup, Maxime. Puis, Ben, et ça me puis, fait plaisir. Ça me fait je- plaisir et puis je suis bien content. C'est que si les gens veulent nous rejoindre ou nous suivre, ils peuvent toujours me suivre sur X, Maxime Bernier, ou sur tous les réseaux sociaux, Parti populaire du Canada. On est là, on est présent. Puis s'ils veulent en savoir plus sur notre plateforme, bien c'est la même depuis la fondation du parti. C'est pour ça qu'on fait de la politique différemment. On a la même plateforme à chaque élection et elle est sur notre site à parti-populaire-du-Canada.ca. Vous cliquez sur plateforme et vous lisez le sujet qui vous intéresse, que ce ouais. soit immigration, que ce soit taxation, etc. Et voilà, et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de radical dans ça. Ben, peut-être radical dans le sens, c'est radicalement opposé à ce que les gouvernements font, mais radical dans le sens de mauvais, non. Moi, je l'ai regardé, ton programme, puis ça va dans le sens du gros bon sens. Hein. Oui, oui, merci. Hey, merci, Maxime. À la prochaine. Le plaisir.